Êtes-vous prêt à grignoter quelques livres? Alors, c'est parti! Bonjour et bienvenue à tous sur la chaîne pour une nouvelle vidéo. Je viens donc ouvrir aujourd'hui, le jeudi 5 mars, le journal de mes lectures pour le mois de mars. Et si vous avez tout suivi, ce mois de mars est consacré au Cozy Books Challenge qui est organisé par Rêve ta vie en lecteur, donc Louise. Je vous remettrai sa chaîne en barre d'infos bien entendu. Et donc ce début de mois de mars, j'ai déjà lu un roman de ma pile à lire de ce Cozy Books Challenge. Et il s'agit de La toute petite reine de Agnès Ledig dans les éditions Flammarion. Vous le savez, ce n'est pas du tout mon genre de prédilection. Vous le savez également, c'est un roman qui traîne dans ma pile à lire depuis au moins 2023, 2024, 2023 je dirais. Donc bon bref, qui était là depuis un moment. Et j'arrivais pas à le sortir parce que tout simplement c'est de la romance contemporaine. C'est pas vraiment le genre de littérature que j'apprécie. Mais on m'en avait dit énormément de bien. On me l'a donné, donc du coup, voilà, je voulais quand même me faire mon avis dessus. Bon, il fallait que je trouve le bon mood, le bon moment pour le sortir. Quand je l'ai vu dans la pile à lire, je dis allez, cette fois, toi, tu passes à la casserole, donc je l'ai sorti. Ici, on va suivre Capucine et Adrien, qui sont tous les deux des personnages torturés, en tout cas, qui ont vécu des choses très compliquées dans leur vie. Respectives et qui vont par un heureux hasard se rencontrer d'abord sur un quai de gare où Capucine va oublier de récupérer sa valise et où Adrien va être envoyé en mission avec son chien Bloom qui est un chien des mineurs pour venir voir si la valise de Capucine était piégée ou non. Ceci signe donc leur première rencontre. Et plus tard, ils se rencontreront de nouveau dans la salle d'attente de leurs psychiatres respectifs, qui sont un couple de psychiatres. Chacun va chez un des deux. Et où ils vont tous les deux commencer ou continuer leur thérapie. Et du coup, on se doute bien qu'ils vont continuer à se voir d'une façon ou d'une autre pour entamer plus ou moins une relation, en tout cas pour essayer de soigner les blessures l'un de l'autre. J'ai pas grand chose à dire sur ce roman puisque il n'y a pas grand chose qui se passe, on voit où on nous emmène clairement, il n'y a aucun suspense là-dessus. Il y a quelques éléments que l'on voit pas forcément venir et qui se délient au fil des pages, donc que l'on comprend au fur et à mesure, qui sont plutôt bien tournés, qui sont plutôt bons à retrouver. Ce que je retiendrai surtout, c'est énormément de bienveillance et de douceur en fait dans ce roman qui font du bien. Clairement, c'est du doudou, c'est du cocon, c'est vraiment pour de la bienveillance. Il n'y a aucun mauvais traitement, même si on voit que c'est des choses compliquées de la vie qu'ils vivent. Voilà, ça fait partie de la vie et tout est tourné de façon à ce que ce soit un peu édulcoré. Alors c'est peut-être pas forcément le terme, mais en tout cas pour nous permettre de pouvoir continuer à avancer, de nous donner de l'espoir et tout ça. Et je trouve que là-dessus, pour le coup, c'est très bien fait et j'apprécie énormément ce genre de bonbon. En fait, c'est un petit bonbon, voilà, c'est un bonbon à prendre quand on en a besoin. Il fallait clairement que je sois dans ce mood-là, sinon je pense que j'aurais soufflé tout le long du roman. Mais c'est plutôt bien écrit, ça se lit très très vite, puisque j'aurais pu clairement le terminer en une journée et je l'ai laissé traîner sur 2 jours parce que voilà, je voulais faire d'autres choses aussi. Mais voilà, ça se lit très très vite, c'est vraiment bien écrit, c'est doudou, c'est cocooning, c'est bienveillant. Il n'y a aucun... Alors il y a une petite dénonciation sur un truc qui pour le coup m'a fait tiquer parce que je trouve que c'est la chose qui est peut-être le moins bien traitée dans l'histoire et qui n'a pas forcément sa place, je trouve, là-dedans. Mais bon, voilà, tout ne peut pas être parfait non plus. En tout cas, voilà, je pense que clairement, c'est toujours pas le genre que j'apprécie le plus, mais ça se laisse bien lire. Une fois de temps en temps, pourquoi pas, c'est pas désagréable. J'ai appris que ce roman, en fait, faisait partie d'une saga. Je crois que pour l'instant il y a 3 tomes qui sont sortis. Alors, je sais pas si c'est une trilogie ou s'il y en a d'autres de prévus de plus. Mais où je pense qu'on retrouve les personnages principaux dans la suite de leurs aventures. Je ne sais pas si j'irai
les revoir parce que clairement ce que j'ai lu là me suffit et pour moi la fin est suffisante. Mais voilà, pourquoi pas, on verra. En tout cas, c'est clairement pas un achat prioritaire et même si j'ai beaucoup aimé, je pense que ça va pas rester non plus en mémoire des plombs, quoi. Donc ouais, pourquoi pas, mais pas tout de suite. Et puis pas prioritaire non plus. Donc j'ai fini cette lecture-là hier. Et aujourd'hui, j'ai attaqué le service presse que j'ai reçu des éditions ActuSF. Donc je l'ai reçu en e-book. Il s'agit des perles pour les truies de Maëve Spiral que j'ai reçu en service presse. C'est une novella, donc elle fait un peu plus de 100 pages. Donc ça va se lire assez vite, j'en ai déjà lu une bonne partie, c'est plutôt sympa. J'aime bien l'univers qui nous est présenté, j'aime bien les personnages qui sont assez atypiques pour le coup. C'est défini comme de la crapule fantasy, donc c'est pas un style, c'est pas un genre littéraire que je connais, donc c'est l'occasion de pouvoir le découvrir. En tout cas, ça se lit extrêmement vite, donc je pense que je l'aurai fini aujourd'hui. Et donc, je vais essayer de trouver ma prochaine lecture donc dans ma pile à lire du Cozy Books Challenge. Sauf que je ne sais pas quoi choisir. Ils me font tous envie, ils me font tous peur en même temps. Donc, j'ai décidé, pour pimenter un petit peu, on va dire, la chose, de faire tourner une roue aléatoire avec les différents titres qu'il me reste dans cette pile. Pour que la roue choisisse à ma place ma prochaine lecture. Donc nous allons faire tourner la roue. Donc j'ai mis ici tous les titres qu'il restait de la pile à lire que je n'ai pas encore lu. Et donc c'est parti pour le choix du roman. Et donc ce sera La piste des cendres d'Emmanuelle Chastelière. Et écoutez, ça tombe bien, j'en avais peur, donc il faut que je le sorte. C'est un de mes plus anciens romans de ma pile à lire. Donc allez, c'est parti, on part sur celui-là. Et donc je vous retrouverai plus tard quand j'aurai terminé la novella. Je pense que ça va être bon pour aujourd'hui. Et puis avancer, voire terminer La piste des cendres. Donc à plus tard. Recoucou, je vous retrouve. Nous sommes le 18 mars. Je n'ai pas pu vous reprendre plus tôt. J'ai eu quelques soucis de santé. Du coup, je n'ai pas tourné depuis un petit moment, donc j'ai pas mal de choses à vous présenter, enfin pas mal, quelque chose à vous présenter. Tout d'abord, j'ai terminé, comme c'était à prévoir, Des perles pour les truies, donc de Maëve Spiral, que j'ai fini dans la journée dans laquelle je l'avais commencé. Et écoutez, je suis relativement très surprise pour plusieurs raisons. Déjà, moi, le format novella n'est pas un format vers lequel je vais forcément. J'ai toujours l'impression d'être frustrée à la fin du fait de ce format court qui, pour moi, m'empêche en fait de vraiment me plonger dans un univers et d'avoir des détails foisonnants de tout ce qui se passe. Et là, écoutez, je suis très surprise de voir que c'est pas du tout le cas. L'univers, en très peu de pages, est très bien détaillé. On a plein de petits éléments qui nous permettent de bien nous ancrer dans cet univers. Et j'ai trouvé ça super intéressant, du coup, de ce point de vue-là. Pour moi, personnellement, qui n'aimais pas ce genre littéraire de ce fait de manquer d'informations, là, c'est pas du tout le cas. Donc, très surprise là-dessus. Au niveau des personnages, on est sur des personnages que je trouve hyper atypiques. Donc, je crois que je vous avais pas fait de résumé d'ailleurs. Donc, on suit 3 jeunes amis, Pervenche, Théo Debert et Baudouin, qui vivent dans le bas peuple, on va dire ça comme ça, et qui rêvent finalement de faire partie de la haute société dont ils voient tous les jours l'évolution. Et ce sont quand même des petits brigands qui vivent de pots de vin, qui vivent de petits coups, de vol. Voilà, il faut arriver à vivre. C'est comme ça qu'ils vivent dans ce monde. Donc voilà. Et Baudouin va proposer un gros coup pour leur permettre de pouvoir rentrer dans cette haute société. Mais finalement,
Voilà, il va se passer plein de choses. Donc au niveau des personnages, on suit voilà, donc ces 3 amis qui sont vraiment très atypiques et surtout Pervenche, qui est notre personnage principal qui nous raconte l'histoire, qui est hyper atypique. Déjà, c'est une femme qui est très très grande, très forte, du coup qui n'est pas du tout perçue comme une femme. Et on sait d'emblée, dès le départ du roman, que les femmes sont soit des prostituées, soit des lavandières. Enfin voilà, elles ont une vie très pauvre. Et Pervenche ne veut pas du tout de cette vie-là. Et de par sa carrure, de par sa taille, elle peut prétendre à faire des travaux différents, mais en passant, voilà, pas du tout pour quelqu'un de féminin, de féminine. Et on sent vraiment cette différence, non seulement comme un point fort pour elle, parce que ça lui permet finalement de ne pas prétendre à la même chose que les autres femmes, mais en même temps comme une faiblesse de se dire d'être différente, de ne pas pouvoir non plus avoir le droit d'être féminine. Il y a un passage moi, qui m'a fait extrêmement mal au cœur pour elle. Je peux pas le détailler parce que sinon je vous spoil quand même pas mal de l'histoire. Mais il y a un passage qui m'a énormément fait de mal pour elle, de voir qu'elle n'avait pas le droit d'être féminine, qu'on se moquait d'elle, que... Enfin voilà. C'est quelque chose qui, je pense, est une force dans ce roman, c'est que les personnages vraiment ont ces singularités qui font que on arrive à se projeter avec eux, on a envie de lui faire des câlins, Pervenche quoi. Enfin, on a envie de la prendre dans nos bras et de lui dire t'inquiète pas, ça va aller. Et je trouve qu'en si peu de pages, avoir tous ces éléments, c'est vraiment brillant. Enfin, moi j'aime beaucoup. La plume de Maëve Spiral est hyper douce, hyper incisive par moments quand il le faut. On va pas rentrer dans des descriptions hyper fournies, mais les mots qui sont utilisés suffisent largement à nous faire comprendre tout ce qu'on a besoin. Et ouais, franchement, c'était une super lecture. Je m'attendais pas du tout à cette fin. Je voyais pas du tout où on allait pouvoir aller quand le plot twist se développe petit à petit. Je savais pas vraiment à quoi où on allait arriver et franchement c'était super. On a pas mal de petites ellipses au milieu de cette novella qui, moi j'aimerais bien qu'elles soient comblées parce que bah voilà, ça me ferait re-rentrer dans cet univers. Ça me permettrait d'avoir d'autres histoires de Pervenche, parce que je suis sûre que Pervenche elle a plein d'histoires à nous raconter. Et franchement, j'espère qu'il y aura d'autres novellas ou un roman, enfin voilà, que Maëve Spiral pourra continuer à développer un peu cet univers d'une façon ou d'une autre, parce que ouais, franchement, j'ai beaucoup aimé ce texte, donc très très belle découverte. Ça fait partie du coup de la nouvelle collection chez les éditions Actu SF, qui a l'air de plutôt bien démarrer puisque cette novella est sortie en même temps qu'une autre dont j'ai perdu le nom, je vous mettrai la photo, qui avait l'air aussi très très bien. J'étais moins tentée par l'autre, donc c'est pour ça que j'ai choisi la nouvelle de Maëve Spiral. Mais ouais, je suis plutôt satisfaite de pouvoir avoir ce partenariat et donc de pouvoir découvrir ce genre de texte court qui finalement ne sont pas mon genre de prédilection, mais que j'apprécie de plus en plus de par ce que je peux découvrir au fur et à mesure des différents textes qu'on peut me proposer sur ce genre littéraire. Ensuite, entre-temps, j'ai reçu le deuxième service presse que j'avais demandé donc, pour les éditions Actu SF, qui est donc leur graphique qui est sorti en février, il me semble fin février, donc dans leur collection Itac, donc qui est les 1000 verbes de Alexandre De Croze, qui est donc une BD, enfin graphique, BD, vous appelez ça comme vous voulez, qui est très particulier, mais que moi personnellement j'ai adoré. Alors je vous montre un petit peu les planches, à quoi ça peut ressembler. Voilà. C'est...
Un style graphique qui, je pense, ne plaira pas à tout le monde, mais qui, moi, m'a absolument beaucoup convaincue du fait, je pense, de ce côté un peu... Alors, j'ai peut-être pas les bons termes parce que j'y connais pas grand-chose en graphique. Moi, je trouve que ça fait un peu croquis, donc il y a ce côté un peu brumeux, brouillard que l'on retrouve dans la patte graphique et que l'on retrouve au fait dans tout le récit et qui colle totalement en fait avec l'ambiance que voulait dégager l'auteur sur cette aventure. Ici, on va suivre Claude de Orville qui est un brigand. C'est pas quelqu'un qu'on a envie de côtoyer clairement. Sa vie entière est basée sur le mensonge, sur le vol, sur la luxure. Enfin voilà, c'est quelqu'un qui n'est pas du tout recommandable et qui va se faire rattraper par son passé. C'est-à-dire une jeune gitane qui va lui porter finalement une malédiction, à savoir qu'il n'a plus que 1000 mots à dire avant de mourir. J'en savais pas plus sur l'histoire quand j'ai commencé à la lire et c'est bien plus que ça. C'est bien plus que ça, il se passe énormément de choses. La construction du roman graphique est très particulière, enfin en tout cas moi j'avais pas vu ça jusqu'à maintenant. Et vraiment il y a ce côté, on nous donne des infos mais pas trop non plus. Donc on est toujours un peu dans ce brouillard de pas être sûr d'avoir compris, qui est vraiment amplifié par les graphismes. J'ai trouvé ça super génial. L'auteur a disséminé dans certaines planches des petits indices pour nous permettre de comprendre en fait l'histoire. Et je pense que je le relirai avec ces éléments-là, en ayant bien l'histoire en tête pour pouvoir me faire une autre idée, je pense, de ce graphique. Et il faut savoir aussi que l'auteur s'est amusé, on peut dire que c'est un amusement, il s'est amusé à compter tous les mots qu'a dit Claude pour être sûr que ça compte dans les 1000 mots qu'il a à dire. Je trouve ça super génial. Enfin, il ne l'aurait pas fait, je l'aurais fait pour être sûr que ne nous mettent pas en bateau, mais clairement le fait qu'il y ait pensé et qu'il l'ait fait en amont, je trouve ça super génial. Enfin voilà, j'ai beaucoup aimé. L'histoire vraiment ne s'arrête pas à juste ce qu'on a dans le résumé et je m'attendais pas non plus à cette fin, je m'attendais pas du tout à ce développement là. Et je savais pas où on allait nous emmener et c'est ce genre de lecture que j'apprécie énormément où on part d'un postulat de départ et en fait c'est beaucoup plus à chaque fois. Et clairement j'apprécie de plus en plus les romans graphiques où justement on nous présente des choses un peu hors normes, un peu hors du temps et j'ai beaucoup aimé. Je vous conseille vraiment pour ceux qui veulent découvrir des graphiques. Moi qui n'y connais pas grand chose, j'ai accroché vraiment aussi bien au graphisme qu'à l'histoire. C'était en tout cas une très très belle découverte. Et donc je vous avais laissé avec le petit tirage de La Roue qui donc avait choisi que il fallait que je lise La piste des cendres d'Emmanuelle Chastelière. Je l'ai commencé, je ne l'ai toujours pas terminé. Pas que je n'aime pas. Mais déjà c'est un beau bébé, hein, il fait 740 pages à peu près. Bon, j'ai quasiment fini puisque je viens de passer la 3e partie. Enfin, je viens de commencer la 3e partie. C'est du Emmanuelle Chastelière, j'adore. J'adore sa plume, j'adore les univers qu'il nous propose. Il faut savoir que je trouve qu'il adapte sa plume en fonction de ce qu'on a besoin et en fonction de ce qu'il veut nous faire ressentir. Et là-dedans, en fait, on est vraiment sur des grands espaces, des grandes plaines, des montagnes, des volcans. Et cette impression de grandeur, je trouve, est amplifiée par son écriture, qui fait que en fait, j'ai besoin de prendre mon temps pour le lire, comme si j'étais vraiment dans ces grandes plaines. Et c'est pour ça que je le traîne, mais je le traîne volontairement,
parce que ça me fait du bien en fait d'être dans cette impression de grandeur. J'ai l'impression de pouvoir respirer de l'air frais. Enfin, ouais, ça me fait un bien fou. Au niveau de l'histoire, on va suivre plusieurs points de vue. Et je vais pas trop vous détailler parce que ce serait dommage de vous donner trop d'informations. On va suivre principalement Hazel, qui est le fils illégitime d'un grand propriétaire de terre très riche, dont il s'entend pas bien avec sa famille, avec ses 2 demi-frères, avec son père, voilà. Il est métis puisqu'il a des origines indigènes, donc les autochtones de cet univers. Il ne connaît pas sa mère qui est décédée. Enfin voilà, il y a pas mal d'éléments familiaux qui font que on s'attache, enfin pour ma part, très très vite à ce personnage. Et il va décider, par certaines circonstances que je développerai pas, de partir. Et ce voyage qu'il va entreprendre, pas seul, mais ce voyage qu'il va entreprendre va le changer, va le faire évoluer et lui faire rencontrer des personnes aussi plus ou moins recommandables également. Enfin voilà, il y a toute une histoire autour de ce personnage qui est très intéressante, aussi bien du point de vue psychologique, émotionnel, que voilà, de l'évolution de sa vie. Et en parallèle, on va suivre une guerre qui se passe donc à Carthagène, dans le nouveau Coronado, et dans les environs, où voilà, deux castes entre guillemets, on va dire que les colons et les autochtones se font un peu la guerre pour récupérer leurs terres. Il y a des enjeux plus complexes que l'on découvre bien sûr petit à petit dans l'histoire, mais voilà, en gros, Hazel va se retrouver au milieu de cette guerre d'une façon totalement impromptue. Il va devoir faire avec et continuer à avancer. Je m'attendais pas à ça. Je crois que j'ai dit ça pour les 3 derniers romans, mais voilà. En fait, cette impression de grandeur, de grands espaces qu'on a sur je pense, les 400-500 premières pages, à la deuxième partie, elle m'a tuée en fait. J'ai terminé la partie 2, j'ai fait mais what? Mais je m'attendais pas à ça en fait. Et limite la mâchoire elle tombait, hein, tellement je m'attendais vraiment pas à ce retournement dans cette fin de deuxième partie. Et à partir de là, j'ai comme l'impression d'une cassure avec une accélération du rythme où là on n'est plus du tout dans les grands espaces, il se passe plein d'éléments. Ouais, on sent que le rythme a changé et je trouve ça assez brillant parce que je m'attendais pas du tout à ça. Je m'attendais vraiment à garder le même rythme jusqu'au bout qui me convenait totalement, hein, il n'y avait pas de souci. Alors peut-être que certains trouveront ça lent, j'en sais rien. Moi pour ma part, je vous dis, ça me faisait du bien en fait de me plonger à chaque fois dans cet univers et dans ces grands espaces, dans cette grandeur, dans cette envie de respirer de l'air. Et ouais, là, je suis restée... mais qu'est-ce qui se passe? Enfin, voilà. Et du coup, non, c'était super bien. Donc, je ne l'ai pas totalement terminé. Il me reste 150 pages à peu près. J'ai hâte de voir la fin. Donc là, je pense que pour le coup, je ne vais pas le lâcher avant de l'avoir terminé pour pouvoir avoir justement le fin mot de l'histoire qui commence vraiment à... L'histoire prend vraiment une ampleur assez impressionnante au fur et à mesure des pages. Donc ouais, franchement, très très bon roman. La seule chose pour laquelle je suis un peu déçue, mais ça c'est ma faute, c'est clairement ma faute, c'est qu'en fait, La Piste des Cendres rentre dans une saga, et c'est le tome 2, le premier tome étant l'Empire du Léopard. Alors, on ne suit pas du tout les mêmes personnages, je pense, que dans l'Empire du Léopard, de ce que j'ai compris. Par contre, on nous parle plusieurs fois de l'Empire du Léopard dans ce roman, et j'ai l'impression qu'il me manque quelque chose quand même. C'est pas volontaire de la part de l'auteur parce que justement en fait les informations qu'il donne suffisent à comprendre ce qui s'est passé dans l'Empire du Léopard, mais ça m'embête en fait de pas avoir lu l'Empire du Léopard avant. Bref, c'est ma faute. Je voulais lire celui-ci et pas forcément l'Empire du Léopard.
Maintenant que je vais avoir lu celui-ci, je vais avoir envie de lire l'Empire du Léopard et je pense que je le relirai, La Piste des Cendres, après pour avoir les éléments de l'Empire du Léopard. Ça ne gêne absolument pas à la lecture, hein. Clairement c'est juste moi qui suis psychorigide et vu qu'on en parle dedans, je veux forcément avoir lu l'autre, mais ça ne gêne pas du tout la lecture ni la compréhension du texte de ne pas avoir lu l'Empire du Léopard. Il y a un 3e tome qui est sorti, il me semble, c'est l'année dernière, qui s'appelle Souveraine du Coronado, donc qui pour le coup je pense se passe après les événements de celui-ci, et pour le coup je vais me les procurer les deux en fait parce que j'ai trop envie de continuer non seulement cet univers et La Plume d'Emmanuel Chastelier, j'ai d'autres romans de lui dans ma pile à lire, mais j'adore cette plume très immersive, très douce, tout en étant adaptative en fait en fonction des éléments de l'histoire qu'on traverse. Donc ouais, non franchement, très très bonne lecture. Je viens vous en reparler donc quand je l'aurai terminé. Ça ne devrait pas tarder, sauf si j'ai pas le temps de tourner, mais clairement je le finis très rapidement. Donc vu que je suis pas sûre de vous reprendre tout de suite, je vais tirer avec vous le prochain roman que je vais lire. Comme ça, je pourrai continuer mes lectures même si je vous prends pas en update tout de suite. Donc j'ai repris ma petite roue et on est parti. Hop là. Sorcellerie, donc de Terry Pratchett. Et bah écoutez, ça sera un roman plus court que celui-ci, ce sera pas mal. Et écoutez, il me tente bien, donc pas de souci. On partira sur Sorcellerie quand j'aurai terminé La Piste des Cendres. Et je vous retrouve donc prochainement pour la suite du vlog. Coucou, nous sommes le 24 mars et je m'excuse pour la luminosité, nous sommes en fin de journée, mais je voulais venir vous reparler de mes dernières lectures pour pouvoir tirer au sort la prochaine. Et donc on commence par La Piste des Cendres d'Emmanuel Chastelier que j'ai terminé la semaine dernière déjà. Écoutez, c'était excellent. Je n'en dirai pas beaucoup plus que ce que j'avais pu dire la dernière fois, puisque j'avais lu, je pense, à peu près les 3/4 du roman, et j'ai dévoré les 200-250 dernières pages en très très peu de temps. Le rythme s'est beaucoup accéléré sur cette dernière partie. Le cliffhanger en fait de la fin de deuxième partie, je trouve, change vraiment tout le rythme de l'histoire et nous fait avancer beaucoup plus vite. Ce qui fait que j'ai pas réussi à lâcher ces dernières pages. J'avais trop envie de connaître ce qui allait se passer pour nos personnages. Je suis absolument pas déçue de ce que j'ai lu, même si j'en aurais voulu encore plus, et pourtant c'est déjà un beau bébé. La seule chose que je regrette, et je l'ai déjà dit, et ça c'est ma faute, c'est de ne pas avoir lu l'Empire du Léopard, donc qui est le premier tome qui se passe avant ces événements de La Piste des Cendres, de ne pas l'avoir lu avant. Donc je vais me le procurer puisque je ne l'ai pas. Et je relirai, je pense, La Piste des Cendres en ayant tous les éléments. C'est ce que je vous disais, les éléments dont on parle de l'Empire du Léopard ne gênent absolument pas la lecture. C'est juste des petites touches qui nous permettent d'ancrer vraiment, je pense, le récit dans la trilogie finalement. Mais j'aimerais avoir ces petits détails qui me permettront peut-être de comprendre d'autres choses supplémentaires. Et voilà, donc je le relirai, je pense, après avoir lu l'Empire du Léopard. Et donc la roue avait décidé que je devais lire Sorcellerie de Terry Pratchett, que j'ai moi dans les anciennes éditions Pocket, que j'ai terminé il y a une demi-heure. Enfin voilà, c'est tout récent. J'aime beaucoup Terry Pratchett, j'aime beaucoup l'univers des Annales du Disque Monde, même si c'est pas toujours évident, je pense, de rentrer dedans. Il y a quand même vraiment un univers à part, avec beaucoup de petits détails, de petits jeux de mots, plein de petits rappels de plein de choses qui font que des fois, c'est peut-être un peu lourd, ou en tout cas, ça nous demande quand même un certain investissement. Mais moi j'adore l'humour de Terry Pratchett, clairement ça match vraiment bien avec moi.
Et à chaque fois, je pense que je l'ai dit sur les autres tomes, mais je le redis, la traduction, le traducteur est vraiment très bon. Je pense, j'ai pas lu en VO, mais pour arriver à retranscrire les jeux de mots, l'humour utilisé, un peu pince sans rire, un peu décalé, un peu satirique, enfin, voilà, il y a vraiment énormément de choses, énormément de petits clins d'œil à plein de choses qu'on connaît, soit dans la vraie vie, soit en fantasy classique. Et ouais, clairement, c'est toujours super bien. Celui-ci était sur le cycle des mages. Je crois que c'est comme ça que ça s'appelle. J'adore Rincevent, le mage Rincevent. Et alors, avec la mort, donc avec le personnage de la mort, je pense que c'est mes deux personnages préférés de l'univers de Terry Pratchett. Je le trouve tellement drôle. C'est vraiment l'anti-héros par excellence. Qui veut pas se mouiller, qui veut pas aller au combat, qui veut rien faire, en fait il veut juste qu'on lui foute la paix et il se retrouve toujours dans des situations pas possibles. Et franchement, il me fait mourir de rire, ses réflexions sont... c'est tellement bien trouvé, il y a des jeux de mots qui sont vraiment excellents, enfin... Ouais, franchement c'est super bien. Après je peux entendre que tout le monde n'apprécie pas et que tout le monde n'accroche pas, c'est pas forcément évident non plus. Mais moi ça match de ouf et du coup je suis très très contente de pouvoir continuer à découvrir cet univers. Je ne lis pas forcément beaucoup de romans de Terry Pratchett à la suite, même si j'en ai plusieurs d'avance. Je trouve que c'est une lecture qui doit arriver quand elle doit arriver. Et j'ai pas toujours l'envie ni l'implication émotionnelle et psychologique pour arriver à rentrer dans l'univers. Là, c'était clairement un très bon moment. J'ai adoré. Je sais pas si c'est mon préféré, parce que Mortimer, franchement, est excellent aussi. Mais en fait, j'ai l'impression que de tome en tome, à chaque fois, je trouve ça encore mieux. Et bah voilà, j'espère que ça continuera avec les prochains, on verra. Donc voilà, c'était les deux dernières lectures dont je devais vous parler. Entre-temps, j'ai participé à la masse critique Babelio du mois de février. Et j'ai reçu donc sur ce mois de mars le roman graphique que j'avais demandé. Donc j'en avais sélectionné plusieurs et celui-ci du coup a été retenu. Et donc j'ai reçu de cette masse critique Le Serment, donc, qui est publié dans les éditions Glénat. Et donc c'est au scénario Mathieu Gabella et au dessin Michael Bourgoin. J'ai feuilleté rapidement les premières pages, ça a l'air très sombre, un peu dark sur les bords. Voilà, j'aime beaucoup en fait ce type de coloris. Je trouve ça plutôt sympa. Alors on va voir ce que ça donne. Je vais le lire là dans les jours à venir et je viendrai vous en faire un retour. Donc forcément la pile à lire du Cozy Books Challenge du coup va être un petit peu modifiée pour pouvoir faire rentrer celui-ci dans une catégorie. Mais pour le pitch, je vais juste vous dire ce qu'il y a marqué au dos. Tant qu'il y aura du soleil, ça ira, mais dès qu'il fera nuit, je me transformerai. Vous avez une journée pour empêcher ça. Et donc, il me semble qu'on suit un médecin qui ne peut plus exercer la médecine et qui du coup est demandé par les malfrats et les personnes du bas peuple, entre guillemets. Et un jour, il va se retrouver avec quelqu'un de pas très recommandable, comme j'ai compris, qui a l'air plus ou moins d'être un vampire, enfin quelque chose qui se transforme, donc je pense à un vampire, un loup-garou, quelque chose comme ça, pour le soigner. Et bah voilà, donc j'en sais pas beaucoup plus, je sais pas du tout ce que ça va donner. Je l'avais vu passer sur la chaîne de My Little Library, il me semble, elle avait plutôt bien aimé. Enfin voilà, du coup j'étais plutôt intriguée et en fait quand j'ai participé à la masse critique, en fait, quand je sélectionne moi les romans, enfin les œuvres qui sont proposées, je regarde la couverture qui doit m'attirer un minimum et après je regarde le résumé. Et sur celui-ci, j'avais pas capté en fait
que je l'avais déjà vu passer sur des chaînes et j'avais pas capté non plus que c'était un roman graphique. Et c'est en fait après quand je m'arrête sur certains que je demande, je vais voir un peu plus loin et je regarde un peu plus en détail la fiche qu'il y a sur Babelio et tout ça. Et c'est là que j'ai vu que c'était un roman graphique, c'est là que je me suis souvenu que je l'avais déjà vu. Je me suis dit que c'était l'occasion de découvrir un peu des BD, des romans graphiques qui ne sont pas ma spécialité. Et là, sur cette année, j'aimerais bien essayer de trouver voilà, des graphiques qui me conviennent. Donc j'avais déjà lu là Les 1000 verbes que j'ai beaucoup aimé, qui n'a pas du tout dans le même style graphique que celui-ci apparemment, de ce que j'ai pu voir en tout cas. Mais ouais voilà, du coup je me suis dit bah tiens c'est l'occasion, donc très contente que ce soit tombé sur celui-ci. Et bah j'ai très hâte de le découvrir et de pouvoir vous en faire un retour. Ça sera fait rapidement hein, puisqu'on a un mois pour chroniquer, enfin lire et chroniquer une masse critique Babelio, donc ça sera fait dans les prochains jours de toute façon. Et donc on est parti pour le tirage au sort du prochain livre. Alors je pense que je vais en prendre deux, enfin en fonction de ce qui va m'être proposé, je vais peut-être en tirer deux au sort directement parce que je suis pas sûre de pouvoir vous reprendre dans les prochains jours. Donc je vais peut-être essayer de faire ça. Et puis normalement ça devrait à peu près correspondre à la fin du mois pour moi. Je vais voir, je pense que je vais en tirer déjà un sur et peut-être deux en fonction du tirage. Et donc c'est parti. Et donc il s'agit de Rocaille, donc de Pauline Cidre qui est édité dans les projets Silex il me semble. Donc c'est pas un roman très très long. Je pense que je vais en tirer un deuxième. Attendez, il faut juste que j'enlève Rocaille du coup. Et donc on est parti pour le deuxième. L'épouvanteur. Donc le tome 3, je me souviens plus, c'est le secret de l'épouvanteur ou la malédiction de l'épouvanteur, je ne sais plus. Qui pareil va se lire finalement assez vite. Donc je pense que c'est deux lectures qui peuvent être faites avant la fin du mois de mars largement. Je verrai plus la BD si j'ai le temps d'en lire un troisième ou pas. On verra. Je vais déjà lire ces deux-là et puis je vous reprendrai plus tard. Coucou, nous sommes le 31 mars et je viens pour clôturer ce vlog sur mes lectures du mois de mars et j'ai 3 lectures à vous présenter. Tout d'abord, je vous avais dit que j'allais lire Le Serment, donc qui a été publié chez Glénat, que j'avais reçu en masse critique Babelio. Écoutez, c'était super intéressant. J'aime beaucoup la colorimétrie, j'aime beaucoup les planches qui nous sont présentées et l'histoire en elle-même était très sympathique également. Il me semble que je vous avais fait le pitch de départ, donc je ne vais pas recommencer, mais sachez que ça ne s'arrête pas juste à ce que je vous ai dit en résumé. Il y a d'autres niveaux de compréhension, il y a d'autres intrigues qui s'entremêlent. C'est vraiment très bien écrit. J'ai beaucoup aimé, les graphiques vont extrêmement bien avec l'ambiance que veut dégager l'ouvrage. Vraiment très très bonne BD si vous voulez quelque chose d'un peu sombre, d'un peu hors du commun, avec une thématique qui mélange quand même le fantastique on va dire avec des vampires, des loups-garous et quelque chose d'assez réel avec tout ce qui est médecine. Ça fait vraiment le taf, c'est très très bien, moi j'ai beaucoup aimé. Ensuite, j'avais tiré au sort donc 2 lectures pour terminer le mois et j'ai bien fait puisque j'ai pu caser les 2 lectures. Jusqu'à aujourd'hui, je viens de terminer le deuxième, donc voilà, j'avais très bien calculé mon coup. J'avais donc commencé par Le secret de l'épouvanteur qui est le tome 3 de Joseph Delaney aux éditions Bayard Jeunesse. Donc c'est un tome 3, je vous ferai pas le résumé. Je peux juste vous dire qu'on continue à suivre Tom, donc, qui est l'apprenti de l'épouvanteur, avec donc l'épouvanteur, qui vont rentrer dans une période un peu froide puisqu'on va se retrouver en hiver. Et ils vont partir dans la maison d'hiver de l'épouvanteur, qui, moi personnellement,
me donne pas envie d'y aller. Je préfère largement le cottage de printemps-été que nous avait présenté l'auteur dans les 2 premiers tomes que cette maison d'hiver qui fait froid dans le dos, c'est exactement le terme. Et on a vraiment cette ambiance froide qui ressort, en plus du côté un peu effrayant. Alors on est sur quelque chose d'effrayant, mais effrayant gentil entre guillemets, c'est-à-dire que moi qui suis pas fan, pas friande de ça, voilà, ça passe, et ça passe même plutôt bien parce que j'y retourne à chaque fois. J'aime beaucoup la plume qui est très très fluide, c'est du jeunesse mais ça se lit hyper vite, hyper bien. Malgré tout, il y a énormément de détails et ça, je trouve ça super sur une grande saga comme ça. Il renouvelle chaque fois dans chaque tome les éléments qu'il veut nous faire apprendre, et du coup, je trouve ça super intéressant. Et voilà, j'ai pas grand chose à dire, j'aime toujours autant l'histoire, qui est peut-être un petit peu plus lente sur ce tome 3, mais que moi, m'a absolument pas dérangée. On traite aussi d'autres thèmes qui sont plus réel, plus terre à terre, puisqu'on va parler du deuil, on va parler de la mort, on va parler de la séparation. Voilà, c'est des thèmes qui sont pas forcément faciles à aborder, surtout en jeunesse. Je trouve que c'est traité d'une façon très simple, mais ça fait le taf, et moi ça me convient totalement. Et voilà, donc un petit tome 3, et bien sûr que je vais continuer la saga. Et enfin, dernière lecture que je vais vous présenter, il s'agit de Rocaille de Pauline Cidre. Donc dans les projets Silex. Je ne sais pas si vous avez suivi, mais les projets Silex ont annoncé qu'ils fermaient. Donc voilà, c'est triste parce que tous les romans que j'ai lus des projets Silex, je les ai tous trouvés géniaux. Donc voilà, ça fait mal, c'est triste, et malheureusement, il y a beaucoup de maisons d'édition qui ferment. On suit Jézil, qui est un roi qui a été assassiné et qui a été ramené à la vie par des mercenaires, et qui va essayer de reprendre son trône. Pour ce faire, il va avoir besoin d'une personne, un magistre, qui ont tous disparu. Il n'en reste plus qu'un qui a été découvert de façon assez fortuite par les mercenaires, et on va suivre du coup leurs aventures pour que Jézil retrouve son trône. J'ai beaucoup aimé. J'aime toujours autant la plume de Pauline Cidre. Je l'avais lu dans Le Dieu d'automne et d'hiver. Sa plume est vraiment hyper fluide, il y a un petit côté poétique mais sans être trop poétique non plus. Ça se dévore, ça se lit tout seul, franchement. Il fait 400 et quelques pages, je l'ai lu en 2 jours parce que j'étais hyper plongée dans cette histoire, et en fait je trouve qu'elle arrive à nous accrocher dès le départ. Enfin voilà, c'est très très bien écrit. J'ai eu un peu de mal avec Jézil, qui nous est présenté un peu finalement comme le personnage principal, et qui, je trouve, a un rôle extrêmement secondaire, où on le voit vraiment très très peu pendant les 3/4 du bouquin. Il a aucune personnalité, on parle quasiment pas de lui, il ne parle quasiment pas non plus. Il est là, il existe, on sait que tout ce qui est fait pour lui, mais il n'y a rien qui ressort vraiment de lui. Jusqu'au dernier quart, où là, en fait, il pète un câble. Mais il y a eu une scène où je me suis dit, mais ça colle tellement pas avec tout le personnage qu'on nous a présenté avant, et j'ai trouvé ça un peu dommage. C'est un peu la seule chose qui m'a un peu dérangée dans ce roman, c'est que j'ai pas trop compris en fait pourquoi il avait eu cette réaction là, sachant que tout ce qu'il y avait avant ne laissait pas présager ce genre de comportement. Donc je sais pas, ça m'a un peu dérangée. Après, en dehors de ça, clairement j'ai rien à redire. J'ai tout aimé, j'ai aimé tous les autres personnages. Le magistre, je l'ai trouvé vraiment hyper bien construit. Vu tout ce qu'il a vécu, tout ce qu'on lui a fait subir, j'ai adoré sa personnalité. Même les différents mercenaires qui finalement ont ce côté un peu brigand, un peu violent, qu'on n'a pas forcément envie de suivre. Je trouve que finalement on s'attache très vite à eux, et moi ça m'a beaucoup plu. Écoutez, franchement c'était une super histoire, j'ai beaucoup aimé la fin. Je m'attendais pas à ce genre de dénouement, et ouais, non, franchement j'ai rien à dire à part le comportement de Jézil à un moment qui m'a dérangée. Tout le reste était vraiment bien construit. Il y a quand même assez de détails pour qu'on comprenne bien l'univers. Enfin ouais, franchement, très très bon. Je sais pas, par contre, je me suis fait la réflexion,
Je ne sais pas si je préfère celui-là ou le Dieu d'automne et d'hiver. Beaucoup préfèrent Rocaille. Moi, je me demande si je préfère quand même pas l'autre, du fait de l'histoire que j'ai trouvée peut-être plus tirée vers une enquête. Je sais pas. Je ne peux pas dire, mais en tout cas, c'est du très très bon quand même. Et c'est français, donc on plus soit. Voilà, donc je vous ai présenté toutes mes lectures du mois de mars. Toutes ces lectures rentrent dans le Cozy Books Challenge, comme vous avez pu le voir. Et j'ai rajouté du coup le serment, donc j'ai remixé un peu les catégories pour que ça rentre comme je voulais. Je ferai bien sûr le bilan du Cozy Books Challenge, je pense en même temps que le bilan du mois, mais sachez que j'avais donc pour objectif d'en lire à peu près la moitié. C'est ce qui s'est passé, j'en ai lu la moitié, donc je suis plutôt satisfaite. Je savais très bien que je lirais pas 16 bouquins, je crois que c'était 16, donc je me faisais pas d'illusions sur le fait que je ne les lirais pas les 16. Donc d'en avoir lu quand même 8, je suis plutôt satisfaite. Donc ouais, en plus c'était franchement toutes des bonnes lectures. J'ai pas eu franchement de grosses déceptions. Il y en a qui sont toujours mieux que d'autres, ça c'est sûr. Et bizarrement, enfin pas bizarrement, mais étonnamment, les meilleures lectures du mois sont des lectures françaises, avec donc La Piste des Cendres, Rocaille, et la nouvelle de Maëve Spirale, que j'ai trouvé vraiment super intéressante. Pour les trois, ils ont tous leur univers, ils ont tous une plume hyper intrigante, hyper douce, hyper poétique, et franchement ça match avec moi pour tout le monde, donc c'est très bien. Je suis hyper contente de toutes ces lectures, très contente d'avoir sorti tous ces romans qui pour certains traînaient depuis un petit moment. Donc voilà, écoutez, je vous laisse sur ces belles paroles. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous avez lu sur le mois de mars. Est-ce que vous avez participé au Cozy Books Challenge et ce que vous avez pu lire pendant ce challenge si vous l'avez fait. Et sur ce, je vous dis à bientôt pour grignoter de nouveaux livres. Bye!